RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Gasse. Bonsoir Roselyne. Et ensemble, nous recevons Arthur Delaporte, député du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes conviés demain, les socialistes, à Matignon pour rencontrer François Bayrou. Selon vous, il n'y a pas de marge de négociation, pas de marge de manœuvre. Vous y allez par politesse républicaine. Y a-t-il des concessions qui pourraient vous faire changer d'avis? En clair, est-ce que peut y avoir un retournement de situation? Non, on l'a dit, notre décision, elle est irrévocable. C'est-à-dire que François Bayrou a perdu non seulement la confiance des Français, mais aussi la confiance du Parlement. Aujourd'hui, il nous demande de répondre par oui ou par non à son projet de budget. Et donc, il considère que le cadrage qu'il a fixé doit être accepté ou refusé. Et nous avons dit que nous n'étions pas d'accord depuis le début. Malheureusement, il n'a jamais cherché de compromis, il n'a jamais cherché à négocier pendant tout l'été. Et donc, oui, mais là, s'il le fait, contraint de dire au Premier ministre qu'il doit partir, qu'il doit céder le pouvoir, parce qu'il a montré qu'il était en incapacité de donner un avenir au pays, en incapacité de chercher ne serait-ce que le début d'un horizon commun, en s'arc-boutant sur ce qui était pour lui une définition, un cadrage, une position d'austérité. Et nous avons dit que ça n'était évidemment pas possible. Arthur Delaporte, c'était un problème de fond, vous étiez pas d'accord sur le plan budgétaire qui a été présenté, ou vraiment un problème de méthode qui s'est concrétisé là avec cette annonce surprise d'un vote de confiance le 8 septembre? Les deux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond. Le Premier ministre, je rappelle, nous servait les 2 jours fériés, mais pas seulement. Il nous servait l'année blanche qui allait faire rentrer 400 000 ménages dans l'impôt, qui allait pénaliser les retraités avec le gel des pensions, pénaliser les plus modestes avec le gel des prestations sociales. Finalement, c'était les plus pauvres qui allaient payer l'essentiel de ces 44 milliards d'euros et on ne pouvait pas l'accepter. Donc ça, c'est le problème de fond. Et puis le problème de méthode, évidemment. De méthode quand on ne cherche pas à discuter quoi que ce soit, quand on se dit inflexible tout l'été, et même quand il dit je discuterai, mais à condition qu'on soit d'accord avec moi. Et il l'a d'ailleurs redit lundi dernier quand il nous a invités à Matignon. Mais d'accord sur un diagnostic, vous savez, sur un état des comptes publics qui fait que les déficits doivent être réduits à un moment. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit que le ciel est bleu qu'on est d'accord avec François Bayrou. C'est un peu ça qu'il nous demande. Est-ce que vous êtes d'accord que le ciel est bleu? Oui. Il y a un problème de dette dans notre pays. Mais la responsabilité de cette dette, c'est notamment les plus 1000 milliards qui ont été la conséquence des politiques d'Emmanuel Macron. C'est 60 milliards d'euros chaque année de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Donc nous, évidemment, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ce sentiment finalement de supériorité, cette injonction à dire il faut faire des économies sans regarder le passé, sans regarder les causes, et puis en proposant des solutions qui sont pour nous dangereuses pour le pays. Et on l'a dit, on ne veut pas d'un Thatcher au petit pied, on ne veut pas de quelqu'un qui finalement a considéré que rester dans son château tout l'été enfermé à Matignon allait suffire pour que le pays change d'avis. Non, le pays ne veut pas des mesures de Bayrou et ne veut pas de cette méthode qui est finalement le refus du dialogue et une forme d'injonction autoritaire. Alors Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, fait ses offres pour Matignon. Mais pourquoi le président de la République appellerait-il un socialiste à Matignon? Pour une raison simple. Il a essayé, le président de la République, de conserver le pouvoir par 2 fois. Il a commencé par nommer un Premier ministre, Michel Barnier, qui était issu de la droite, en se disant que droite plus droite, macroniste et LR, allaient enfin trouver une forme de stabilité, une coalition qu'ils auraient dû faire sous Elisabeth Borne, par exemple, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, cette coalition était majoritaire de façon absolue au Parlement. Malheureusement, Michel Barnier, inflexible, a tenté de négocier avec le RN pour faire passer son budget et ça l'a fait tomber. François Bayrou, lui, aurait dû changer de méthode, changer de braquet et chercher véritablement à négocier avec la gauche. Nous pensions que ça serait le cas. Mais pourtant, au début, vous étiez magnanime pour... On a été vigilants. Vous savez, on a laissé passer le budget parce qu'il fallait un budget pour le pays, parce qu'on était au bord finalement de l'apoplexie, les associations étaient à bout de souffle, etc. Mais on a aussi obtenu la remise sur le métier de la réforme des retraites qui était pour nous quelque chose d'indispensable avec le conclave. Le problème, c'est qu'à peine lancé, le Premier ministre a pourri le conclave en fixant un cadrage budgétaire qui était inatteignable, en faisant que la moitié des partenaires sociaux quittent la négociation, et en corsetant à tel point le dialogue social qu'à la fin, il n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, nous disons que cette méthode Bayrou, qui était peut-être prometteuse sur le papier, s'est soldée par un échec. Et donc aujourd'hui, il faut tenter une autre voie. Et cette autre voie,
Mais c'est ce que le président de la République n'a pas tenté. Il a tenté la voie de la droite traditionnelle, il a tenté la voie du centre en se disant que peut-être ici allait pouvoir s'élaborer des compromis. Et nous disons aujourd'hui que la voie qui n'a pas été tentée, c'est celle de la gauche, c'est celle des socialistes notamment, mais aussi de tous nos partenaires qui aspirent à gouverner dans un esprit républicain de compromis. Et nous savons très bien que nous ne ferons pas... Vous avez encore des partenaires, pardon. Vous dites vos partenaires. LFI, c'est qui vos partenaires? Aujourd'hui, vous savez, on était aux universités d'été du Parti socialiste à Blois. Oui, on avait une table ronde. Il y avait Marine Tondelier, il y avait Léon Desfontaines qui représentait le Parti communiste, il y avait Raphaël Glucksmann qui était présent, il y avait d'autres alliés de génération. Il n'y avait pas la France Insoumise qui dit qu'elle ne veut tout sauf le PS. Donc vous avez une partie de vos partenaires qui ne sont plus des partenaires. Alors, disons que moi, je mets au défi les Insoumis de censurer un gouvernement de gauche qui tenterait d'infléchir la politique menée. Moi, je crois que nous pouvons aujourd'hui gouverner à part, avec les Insoumis, peut-être pas, mais avec l'ensemble de la gauche. Vous dites peut-être pas. Peut-être pas, parce que je ne crois pas qu'ils le souhaitent, et je ne crois pas qu'un gouvernement avec des Insoumis, par ailleurs, ne soit pas censuré par le reste du spectre politique. Donc, Jean-Luc Mélenchon avait envisagé, il y a 1 an et demi, un soutien sans participation. Eh bien, si demain, les Insoumis souhaitent envisager un soutien à un gouvernement de gauche sans participation, je crois qu'on peut dessiner un horizon de stabilité pour le pays, avec l'idée qu'il y aurait une non-censure plus large. C'est peut-être pas le meilleur moyen de convaincre Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre socialiste à Matignon, de faire miroiter l'alliance avec les LFI. Non, je vous dis qu'ils ne seront pas au gouvernement. gouvernement. Une autre option du président de la République, parce que nommer Olivier Faure, ça veut dire un changement radical avec la politique menée par Emmanuel Macron, ce qui est compliqué, on l'a senti pour le chef de l'État. Est-ce que vous seriez prêt à remettre les compteurs à zéro et à négocier un compromis de gouvernement pour faire passer un budget avec un Premier ministre issu de nouveau du bloc central? Je vais vous redire ce que je viens de dire. Aujourd'hui, cette tentative a déjà existé. Que ce soit François Bayrou ou un autre, ils ont prouvé leur incapacité à négocier quoi que ce soit. Et donc, nous le disons aujourd'hui, s'il y a une inflexion, elle ne peut pas être la continuation du macronisme par lui-même. Nous sommes prêts, évidemment, et je le dis, à discuter avec toutes celles et ceux qui veulent un avenir de stabilité pour le pays. Mais il faut aussi une autre orientation. C'est aussi le message qui a été envoyé, je suis désolé de le dire, par les électeurs il y a 1 an et demi. Et donc il faut respecter aussi cette volonté populaire. Donc c'est un Premier ministre de gauche ou rien? Mais c'est un Premier ministre de gauche qui cherchera le compromis. C'est pas rien, c'est déjà beaucoup. Et c'est par exemple la renonciation à l'utilisation du 49.3 qui nous contraindra à discuter. C'est pas un petit geste que de dire ça. C'est une nouvelle méthode de gouvernement. Et donc nous, on arrive, évidemment qu'on posera le projet, notamment qu'on a esquissé à Blois, aux universités de rentrée du PS, qui vise à montrer qu'on peut avoir une trajectoire responsable de réduction du déficit public, mais en même temps, l'idée que c'est une autre orientation, c'est pas les mêmes équilibres budgétaires qui sont menés, c'est notamment un enjeu de préservation du pouvoir d'achat des plus modestes, avec une hausse de salaire, par exemple, de 1 500 euros par an. Je pourrais vous en reparler. On va parler de votre contre-projet, mais rapidement, est-ce qu'on a entendu le Rassemblement national qui demande une dissolution ultra rapide. Est-ce que vous voulez cette dissolution? Je crois que vous avez plus ou moins répondu non, mais vous pouvez clarifier votre réponse. Et 2, est-ce que vous souhaitez la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron, comme le demande Jean-Luc Mélenchon? Alors, sur le premier point, je ne crois pas qu'une dissolution change quoi que ce soit dans les équilibres généraux. Il y aura toujours une tripolarisation de la vie politique. Il n'y aura pas de majorité absolue qui pourra se dégager de ce que disent les enquêtes d'opinion à ce stade. Donc c'est pour moi une fausse solution, ça ne résoudra pas la crise. Le deuxième sujet, la décision du président de la République de démissionner, ça n'appartient qu'à lui-même. Et donc nous, on n'est pas là pour le pousser à la démission ou encore moins le destituer. Je rappelle que c'est quand même une procédure qui est héritière de la haute trahison. Je ne crois pas qu'il y ait la haute trahison, même si je regrette et je conteste les choix d'Emmanuel Macron d'avoir refusé d'écouter les électeurs depuis 1 an. Vous ne souhaitez pas une dissolution qui pourrait vous coûter des députés? On ne sait pas ce qu'il en... Vous savez, il y a des enquêtes d'opinion qui disent qu'on pourrait... Mais visiblement, ce n'est pas l'option que vous privilégiez. Mais en faisant tomber François Bayrou, vous ouvrez la porte à cette dissolution. On n'a aucune idée d'un gouvernement qui pourrait tenir, qui pourrait faire passer un budget. Vous-même, ce serait très compliqué. Est-ce que vous ne prenez pas un risque de ce point de vue-là? Bien sûr, mais vous savez, celui qui prend un risque, c'est François Bayrou. C'est lui qui a refusé de négocier, c'est lui qui a provoqué ce vote de confiance lundi prochain. Donc moi, je ne dis pas que je suis plus responsable que le Premier ministre, qui est censé être aujourd'hui celui qui cherche le compromis. Par contre, je dis que si nous étions à sa place, oui, nous serions responsables. Oui, nous chercherions la stabilité. Oui, nous chercherions le compromis. Voilà ce que nous portons. Et donc, finalement, je crois que l'apaisement ne peut arriver que par l'alternance. Mais l'alternance qui n'est pas l'alternance, finalement, dans le refus du dialogue. Et ça,
Je crois que nous sommes prêts à l'incarner et c'est à cela que nous avons travaillé en présentant nos propositions. Justement, le week-end dernier, votre parti a présenté son contre-budget. Alors, des 44 milliards d'économies de François Bayrou, vous passez, vous, à 21,7, si ma mémoire est bonne, on va dire 22. Vous proposez le retour à 62 ans pour la retraite et une taxe dite Zuckman du nom de l'économie, c'est-à-dire une imposition de 2% pour les patrimoines qui dépassent les 100 millions d'euros et qui rapporterait, selon vous, 15 milliards. Alors, est-ce que votre projet ne risque-t-il pas d'affaiblir l'économie française qui est déjà dans une compétition mondiale mordante et brutale? Alors je vais vous dire, moi je crois aujourd'hui que l'économie française se portera mieux quand on sera sorti de cette instabilité. Ce qui coûte aujourd'hui aux entreprises, c'est l'absence de visibilité. Et donc dès lors qu'on aura trouvé vous répondez pas à la question. Le chemin, on aura... Si, je vous dis, qu'est-ce qui va déstabiliser? C'est pas notre contre-projet. Je parle de votre contre-projet. Et bien justement, je pense que c'est au contraire le chemin de stabilité qu'on peut dessiner qui est politique et non économique. Sur notre contre-budget, je pense qu'on montre qu'il y a une trajectoire de réduction du déficit qui est possible, vous venez de le citer, 22 milliards, mais qu'elle n'est pas répartie de la même manière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui plomberait le plus la consommation des ménages et donc finalement l'emploi? Sinon, de taper toujours plus sur ceux qui ont le moins et qui ont, nous disent les économistes, une plus forte propension à consommer. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit les ultra-riches, oui, qui ont été les grands bénéficiaires à la fois des politiques d'Emmanuel Macron, mais aussi de la situation économique internationale. Je le rappelle quand même, les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine doubler en l'espace de 8 ans. Ils sont passés de 600 à 1200 milliards de patrimoine cumulé. Et donc, cette hausse de plus de 10% par an de leur patrimoine, je crois qu'il faut aujourd'hui se rendre compte de ce que ça représente. Et donc, se dire qu'on va aller capter sur ces 10% d'augmentation annuelle moyenne du patrimoine 2%, c'est-à-dire un cinquième, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit ni démesuré, ni contraire à un bon sens économique, puisque ça permettrait derrière de la redistribution et de favoriser la consommation des ménages. Vous ne croyez pas que cette fameuse taxe Zuckman risque, comme le disent les milieux économiques, comme l'a dit François Bayrou, mais vous ne serez certainement pas d'accord avec lui, de faire fuir ces super riches qui investissent en France. Et ça, c'est un vrai risque pour l'économie qui est dénoncé par un certain nombre d'économistes. Oui, et surtout par les super riches eux-mêmes. Je me rappelle, ils en ont 2012, un rôle quand François Hollande a été élu président de la République, on nous prédisait des queues de grosses cylindrées à la frontière suisse. Vous vous souvenez, toutes ces Ferrari qui allaient fuir le pays du jour au lendemain. Ça n'est pas arrivé. En Grande-Bretagne, ils ont fait des études, puisque le gouvernement travailliste a décidé, lui, d'augmenter la fiscalité sur les plus riches, et je ne crois pas que cela ait particulièrement fait fuir. Il y a des études qui ont été faites, ils sont même restés. Et donc, je vais vous dire, en France, on regarde une étude de l'OFCE, elle nous dit la même chose. Ça a un effet d'éviction de 0,02% de la population cible. Donc moi, je crois, d'une part, dans le patriotisme économique des super riches, et par ailleurs, dans la nécessité redistributrice de ce type de politique économique qui a été prouvée par le passé. Est-ce que vous ne tuez pas, là, non pas dans l'œuf, mais vous ne tuez pas la politique de l'offre qui, quand même, a fait baisser le chômage? Je ne sais pas ce qu'est cette politique de l'offre, puisqu'aujourd'hui, j'observe que le chômage repart à la hausse. Donc c'est pas finalement grâce à cette politique que le chômage s'est arrêté. Et je sais, pour avoir suivi toutes les réformes de l'assurance chômage, à quel point ce n'est pas les réformes de l'assurance chômage qui produisent elles-mêmes le niveau du chômage, mais bien la situation, la conjoncture économique mondiale, le fait qu'il y ait par exemple une compétition avec les États-Unis qui se traduise par une hausse des droits de douane. Voilà ce qui fait du mal à notre économie. Mais c'est pas finalement plus ou moins 1 milliard de fiscalité, puisque l'enjeu, c'est d'être à la fois fort et d'avoir des ménages qui consomment. La consommation intérieure, c'est l'essentiel, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous permet derrière d'avoir une économie dynamique. Dans votre contre-projet de budget, vous prévoyez aussi la suppression de la réforme des retraites. Revenir sur cette question qui a été vraiment très éruptive en France, mais est-ce qu'on en a les moyens dans la situation de l'endettement et des finances publiques? Revenir sur cette réforme qui coûtera de l'argent. Certes, vous le financez par la taxe Zuckman, mais il y a des déficits à réduire et il faut avoir l'équilibre du régime. Ce que nous disons est extrêmement clair. On suspend l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Ça veut dire qu'on s'arrête là. Ceux qui ont commencé à rentrer restent. Le temps de rediscuter, d'ouvrir une négociation sociale et de trouver des pistes pérennes de financement. Parce que nous l'avons toujours dit, le système des retraites doit être équilibré. Ce que nous contestions avec la réforme Borne, c'était le déséquilibre dans la participation à l'effort. On demandait tout aux salariés, rien aux entreprises. Alors que ce qui s'était passé par le passé, c'était qu'on avait augmenté, par exemple, des cotisations sociales, des cotisations tout au long de la vie, pour équilibrer le système de retraite. Aujourd'hui, on a préféré prélever un impôt sur la vie, sur les plus démunis, puisque c'est ça, en fait, la réforme des retraites Borne, plutôt que se dire que l'équilibre pouvait se financer différemment. Donc oui, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros cette année.
Et 3 milliards d'euros, ça se trouve en effet, et on l'a financé d'ailleurs. Quand on vous présente notre proposition à 22 milliards d'euros, elle est équilibrée et elle tient compte notamment de ces 3 milliards repris pour financer finalement cette non-accélération du calendrier de l'âge de départ à la retraite. Certains pensaient que le Parti socialiste était réformiste et que vous accepteriez la négociation. Mais vous ne voulez pas de la ligne de Jean-Luc Mélenchon, LFI visiblement, puisque la guerre semble avoir repris, ni celle de François Hollande, qui incarnait la social-démocratie. Donc, quelle est aujourd'hui votre véritable position ? Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, je vous explique qu'on est prêt à négocier. La dernière fois que le PS a gouverné, c'était sous François Hollande, qui a pris le virage de la social-démocratie au milieu de son quinquennat. Aujourd'hui, vous ne voulez pas de la social-démocratie, visiblement. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vais vous dire, la social-démocratie, ce sont des mots. Je suis historien du socialisme. C'est un certain rapport au dialogue social. Nous sommes favorables au dialogue social et pour écouter les syndicats, ce que refusent de faire les gouvernements successifs. Je vous rappelle, ceux qui n'ont pas écouté les syndicats, c'est Elisabeth Borne, c'est Gabriel Attal, c'est tous ceux qui sont passés en force. Je vous demande là où vous vous positionnez. Donc moi, je crois en effet, entre LFI et François Hollande. Je vous dis, je crois dans une social-démocratie mature qui sait en effet faire du dialogue social la clé de la réussite. Quand on vous dit on va avoir une réforme des retraites, ce qu'on vous propose, nous, dans notre contre-budget, dialoguer. Et on prendra le résultat de cette concertation sociale pour faire demain la norme pour nos concitoyens. Dialoguer, ça veut dire renoncer clairement à l'alliance avec LFI. Politiquement, quand on se projette dans les échéances électorales qui arrivent. On renonce finalement au passage en force contre les syndicats. C'est ça la social-démocratie et rien d'autre. Et donc oui, moi je ne crois pas dans une gauche, je ne crois pas dans une gauche radicale qui ferait de sa version, sa parole contre tout le reste. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je ne vois pas la différence finalement entre ce que nous proposons et ce que peuvent dire tous les socialistes. C'est-à-dire dialoguons, discutons, allons chercher du compromis. C'est en cela que nous serons responsables à Matignon, je l'espère, demain, avec toutes les forces de la gauche. Donc l'avenir ne passe pas par une alliance obligatoire avec LFI. Aujourd'hui, demain, le gouvernement, dans la situation actuelle du Parlement, à mon sens, ne pourra pas se faire avec LFI parce qu'il sinon, il serait censuré. Bien, je vous remercie, Arthur Delaporte, d'avoir été l'invité de France 24 et de RFI ce soir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et merci Valérie. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Flore Simon et à Camille Néran. Merci beaucoup.